Bienvenue dans le débat. Sixième jour de guerre entre Israël et l'Iran. Une série de puissantes explosions a été entendue dans le centre de Téhéran. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que des avions de l'armée de l'air avaient détruit, je cite, le quartier général de la sécurité intérieure. Le guide suprême, Ali Khamenei, proclame que son pays ne se rendra jamais. Il met en garde les États-Unis contre des dommages irréparables en cas d'intervention dans le conflit, a-t-il dit. Khamenei réagissait aux déclarations de Trump qui a appelé à une capitulation sans condition de l'Iran. Le président américain a aussi déclaré qu'il n'avait aucune intention de tuer Ali Khamenei pour le moment. Et sur une intervention éventuelle en Iran, Trump a répondu à des journalistes aujourd'hui. « Je vais peut-être le faire ou peut-être pas », a-t-il dit. Sa patience est à bout, a-t-il aussi martelé. Trump a réuni hier soir un conseil de sécurité nationale. Les États-Unis ont renforcé leur présence dans la région. Plus d'avions de chasse, de ravitailleurs et le porte-avions, l'USS Nimitz, qui a pris la direction du Proche-Orient. Alors les États-Unis vont-ils prendre une part active au conflit? La question reste entière. Trump passe d'une position de retrait à un interventionnisme plus offensif. Ces tergiversations reflètent les deux camps finalement qui s'opposent chez ses partisans, les MAGA, celui des isolationnistes dont il est issu et celui des interventionnistes militairement offensifs sur la scène internationale. Alors où en est-on en ce sixième jour de guerre? On va revenir sur la division chez les MAGA. Qui sont-ils et quelle influence ont-ils sur Trump? Comment tranchera le président américain? Interviendra-t-il finalement en Iran? On en parle avec mes invités. Guillaume Ancel est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Ancien officier et chroniqueur de guerre, auteur de petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. C'est aux éditions Autrement. Et puis également auteur du blog Ne pas subir. En face de nous, Chirine Ardakani est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans le débat. Vous êtes avocate franco-iranienne. Vous êtes notamment avocate de Cécile Kohler, qui est détenue dans la prison d'Evin à Téhéran, en Iran, ainsi que Gilles Paris. Jacques Paris, pardon. Donc, ce sont les deux otages français qui sont donc détenus dans les prisons en Iran. Vous organisez d'ailleurs une manifestation devant le Panthéon demain. Bienvenue dans le débat. Merci d'être là. Vous êtes aussi avocate de la prix Nobel iranienne Narges Mohammadi. Pierre Berthelot est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la revue Orient Stratégique, chercheur associé à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bienvenue à vous. Nous avons en direct de New York John Rick MacArthur. Bonsoir John Rick, directeur du Harper Magazine. Bonsoir. On va voir la couverture du dernier magazine, OCD Nation, How Anxiety Hijacked Modern Life. Voilà, c'est la dernier numéro de Harper. Bienvenue. C'est le sixième jour donc, de la guerre. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir, c'est le sixième jour de cette guerre Iran-Israël avec ces nouvelles frappes. Donc, et selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, Israël qui a détruit 2 bâtiments de production de centrifugeuses près de Téhéran. Les gardiens de la révolution qui, eux, ont dit avoir tiré des missiles balistiques hypersoniques de portée intermédiaire. L'armée israélienne qui a recensé une dizaine de missiles balistiques iraniens. Ils disent avoir intercepté la plupart d'entre eux. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a proclamé donc que son pays, je cite, ne se rendra jamais. Il a mis en garde les États-Unis contre des dommages irréparables en cas d'intervention dans le conflit. On l'écoute. La nation iranienne s'oppose fermement à une guerre imposée, tout comme elle s'opposera fermement à une paix imposée. Cette nation ne se rendra jamais. Khamenei qui avait donc répondu à Donald Trump, qui a appelé, lui, à une capitulation sans condition de l'Iran. Le président américain qui a aussi déclaré qu'il n'avait aucune intention, justement, de tuer Ali Khamenei. Il s'est exprimé ce matin, il a évoqué la menace iranienne. Et à une question de journaliste sur une intervention possible ou pas, voilà sa réponse. Vous ne savez pas si je vais frapper l'Iran. Je vais peut-être le faire, peut-être pas. Personne ne sait ce que je vais faire, je peux vous le dire. L'Iran a de gros soucis à se faire. Et maintenant, ils veulent négocier. Moi, je dis, pourquoi ne pas avoir négocié avec moi avant? Tous ces morts, ces destructions. Pierre Berthelot, votre analyse sur ces propos de Khamenei qui répond à Trump. Finalement, il va le faire ou il ne va pas le faire, Trump? On est vraiment dans une espèce de bras de fer. Ça va se jouer quand, tout ça?
Je pense que lui-même, il hésite. Effectivement, vous l'avez souligné, il y a la base MAGA. On voit que, justement, il y a un officier qui a été renvoyé de l'état-major, parce qu'il est un colonel, parce qu'il critiquait effectivement ses propos. Il y a bien sûr Tucker Carlson, d'autres personnes. On va y revenir. Voilà, et puis il y a les non-interventionnistes comme Tulsi Gabbard qui a été démentie alors qu'elle dit qu'il n'y a pas d'armes atomiques, il n'y a rien d'après les services de renseignement américains. Bon, et c'est intéressant l'image qu'on a vue, parce qu'on a vu des travailleurs, des workers derrière Trump, et c'est ça la base MAGA. C'est des gens, en fait, idéologiquement, ils peuvent basculer démocrates ou républicains. Ils pourraient très bien voter pour des gens comme Bernie Sanders, par exemple. Ils ne sont pas foncièrement de droite, ils sont pour America First, les intérêts des Américains et surtout des cols bleus, de la classe moyenne américaine blanche, entre guillemets. Et ces gens-là, Trump a su en 2016, il a su les attraper, et c'est pour ça qu'il a gagné à l'époque contre Hillary Clinton, et il les a récupérés à nouveau. Donc ces gens-là... Et sur la politique étrangère, voilà. On voit bien que... Donc après, il y a d'autres pressions, comme ça a été souligné tout à l'heure, qui sont beaucoup plus offensifs et qui disent, enfin, il faut en terminer avec ce régime, avec l'Iran, etc. Donc il est écartelé, et je pense qu'il sait que la décision qu'il va prendre déterminera l'avenir de sa présidence. Donc, soit il fait le bon choix, entre guillemets, mais si jamais il prend cette décision, il sait que c'est irréversible, avec les risques que ça comporte, et ça risque de paralyser, peut-être, le reste de sa présidence. Donc, c'est quand même un choix extrêmement difficile de sa part. Guillaume Ancel, on est dans un bras de fer. Quelle est la réponse, la capacité de réponse de l'Iran quand Khamenei dit que, justement, il met vraiment en garde les États-Unis contre des dommages irréparables? Ça veut dire quoi? Alors, faire attention, parce qu'un théâtre de guerre, c'est d'abord un théâtre des illusions. Hein. Donc chacun y va de sa propagande, expliquer qu'il va infliger des dégâts irréparables à l'autre. La réalité, on ne la connaît pas très bien. Il y a un risque existentiel, mais dont on espère qu'on est en dessous de ce niveau-là, c'est qu'en réalité, l'Iran aurait la capacité de produire une bombe très primitive, mais une bombe nucléaire, et qu'elle soit remise à un groupe terroriste qui la ferait exploser sur le sol israélien. Et là, la dissuasion nucléaire d'Israël, qui a quand même une trentaine d'armes nucléaires, ne servira à rien, parce qu'elle pourrait juste constater une explosion absolument catastrophique sur son territoire. C'est à ça que fait allusion Khamenei, mais les services de renseignement israéliens comme américains sont persuadés qu'on n'en est pas là, qu'en fait, dans quelques mois, ça aurait été possible, mais pas actuellement. En plus, il y a un débat, hein, effectivement, bien sûr. Vous le mentionniez, et on sait bien que sur ces sujets de menaces nucléaires, c'est compliqué d'être dans le doute, parce que si on s'est trompé, on le paye cher. On le paye très très cher. Et puis l'autre menace, qui est plus vraisemblable, je dirais, c'est que l'Iran dispose encore de plusieurs centaines de missiles, et c'est qu'elle soit capable de faire une frappe massive. Quand je dis massive, c'est 200, 300, 400 missiles en même temps, qui saturaient totalement le dôme de fer, même avec le complément qu'apportent les États-Unis et la Grande-Bretagne aujourd'hui. Et là, les dégâts seraient 10 à 100 fois plus importants pour les Israéliens. Et ça, elle peut le faire, ou pourquoi elle ne l'a pas fait avant? Pour l'instant, je pense que ce sont les raids israéliens qui l'ont empêché de le faire. Et en particulier le fait que l'Iran n'a absolument pas vu le coup venir, donc elle n'a pas pu planifier un tir de ce type, une salve de plusieurs centaines, nécessite plusieurs jours de préparation. Ce qui est très intriguant sur ce sujet, c'est que normalement, c'est la Russie qui aurait dû prévenir l'Iran qu'elle allait faire l'objet d'une attaque. La Russie a vu les raids israéliens foncer sur l'Iran, ne lui a donné aucune information. Chirine Ardakani, alors vous regardez tout ça, vous avez de la famille en Iran, vous défendez Narges, donc, qui est la prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi. Quel est votre regard sur ces échanges auxquels on vient d'assister entre Trump et Ali Khamenei? Alors, moi déjà, j'aimerais commencer par une chose, c'est que, vous voyez, je suis frappée de la façon avec laquelle, en 5 jours, les débats ont glissé. Le 13 juin, la question c'était... Est-ce que c'est la guerre? Le jour d'après, c'était est-ce qu'on a frappé que des sites militaires? Le 3e jour, c'était bon, il semble que c'est la guerre, est-ce qu'ils vont y aller? Le 4e, est-ce que le régime va changer? Et là, on est en train de s'interroger sur la balistique et sur le fait de savoir, au fond, comment les gens doivent mourir. Je trouve ça inquiétant. Je pense que la première des questions qu'on aurait dû collectivement se poser, y compris ici, c'était de savoir, si cette guerre était légale.
On l'a posé ici d'ailleurs. Hein, je ne fais pas du tout grief. Je fais pas du tout grief. Mais c'est une question que vous posez toujours. Et je vous remercie d'ailleurs de me donner la parole. Et c'est pas du tout contre votre antenne. Je dis juste que mon regard sur le décalage qu'il y a entre ce que c'est que la guerre quand on l'a subie, donc les civils, parce que là aujourd'hui ce sont les civils qui subissent la guerre, et la façon dont petit à petit le centre de gravité de la façon dont on parle de la guerre se déplace à mesure que la guerre se prolonge. Parce qu'on est dans une escalade. Oui, mais la question là qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a des dégâts civils? Est-ce que les gens meurent? Que font les gens? Et je termine mon propos. C'est important ça, parce que pendant qu'on est préoccupé à savoir comment est-ce qu'on va frapper, est-ce que le rapport de force balistique il est du côté d'eux, on oublie l'essentiel, c'est que des gens meurent. Et donc c'est important parce que, voyez là, qu'est-ce qu'on a vu à l'écran sur les échanges qu'on a vus? On a vu d'un côté Ali Khamenei qui dit « on se battra jusqu'au bout ». Mais qui c'est qui se bat jusqu'au bout? C'est la République islamique, c'est l'appareil, c'est pas les gens. Les gens, ils sont là, retranchés chez eux, ils essayent de fuir, ils essayent de s'organiser. D'ailleurs, ils sont en grande partie opposés aussi Ils ne se retrouvent pas dans le régime, les gens sont seuls. De l'autre côté, qui on a vu? Netanyahou. Mais pour qui il se bat? Il se bat pour lui-même. Il ne se bat pas pour les Israéliens. Et qui les Israéliens en face sont en l'occurrence quand même derrière lui dans cette guerre en contre l'Iran. réalité, quel est mon regard, moi, de là où je parle, c'est-à-dire celle de l'avocate? C'est que tout ça est illégal. La question de la légalité est évacuée en 3 jours. Et où sont les peuples? Ils sont sous les bombes, de part et d'autre. Et moi, c'est ça qui me préoccupe. Donc, vous m'interrogez sur mon regard. Voilà quel est mon regard. C'est l'urgence, le chaos de la guerre. Et je crois que c'est... Donc vous, pour l'urgence d'arrêter tout, c'est ça, j'imagine, votre message. L'urgence que vivent les gens. Et donc l'urgence, effectivement, d'arrêter tout. Et de ne pas rentrer, vous l'avez dit à très juste titre, les propagandes et les récits des belligérants s'affrontent. Et moi, je crois qu'il y a un 3e récit, qui est de dire, mais on n'est pas dans ces récits-là. Nous, on est dans le récit de... Cette séquence est surréaliste. Cette séquence est surréaliste. On a, d'un côté, Netanyahou qui est visé par un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui jouit d'une totale impunité. De l'autre, on a Ali Khamenei qui a massacré sa population pendant 2 ans et demi. Et voilà Trump qui intervient. J'ai envie de dire, il ne manquait que lui pour se poser en médiateur. C'est ça la séquence politique qu'on est en train de vivre. Et je crois que c'est ce récit-là qui doit émerger parce que c'est celui qu'on vit. John Rick MacArthur, pour revenir, vous pouvez réagir bien sûr à ce qu'a dit Shirin Adarkani, mais sur les États-Unis, sur ce schisme tout de même au sein des MAGA, parce que les Israéliens sont vraiment pour le coup plutôt derrière Netanyahou dans cette intervention contre l'Iran. On ne retrouve pas forcément les mêmes divisions qu'on a pu avoir vis-à-vis de Gaza. En ce qui concerne les Iraniens, on sait que la population iranienne, une grande partie, est contre ce régime. Et aux États-Unis, donc, Donald Trump qui dit « j'y vais, peut-être pas », lui, sa base est divisée, les MAGA. Oui, ils sont divisés, mais le pays est largement pro-israélien. Et ça fait très longtemps que le lobby israélien aux États-Unis est régnant. C'est extraordinaire. Et tout ce qui concerne Israël de nos jours, ça concerne le soi-disant antisémitisme. Si vous critiquez la politique étrangère d'Israël ou le traitement des Arabes, des Palestiniens, vous êtes antisémite. Alors, déjà, le débat chez nous est complètement tordu, émietté par des idioties. Mais ce que je voudrais vraiment souligner sur le rôle américain, c'est que Trump, évidemment, apparemment avec ses conseillers, a permis à Netanyahou, ou il l'a encouragé, de frapper encore de nouveau, utilisant cette doctrine maléfique de la préemption, la guerre préemptive, que nous avons inventée au Kosovo et ensuite c'est pas une invention, excusez-moi, mais de notre époque, c'est l'Amérique qui a dominé les guerres de préemption au Kosovo, en Irak, etc. Alors, Netanyahou, qui est très malin, se sert de cette doctrine et il fait ce qu'il veut. Et alors, Trump, qui est un crétin total, un type inculte, qui ne connaît absolument rien, il ne sait même pas qu'il attaque en ce moment. S'il attaque
l'Iran, il attaque une civilisation. C'est pas l'Irak, c'est pas l'invention des Britanniques ou des Français coloniales. C'est une civilisation unifiée d'une certaine mesure avec plus de 100 millions de personnes, de citoyens. Alors vraiment, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est très dangereux. Et Netanyahou le mène. Il mène le barque en ce moment. Alors ce schisme, on va en faire un point, on va regarder un point en image avec Sophie Samaï justement sur ce schisme au sein des MAGA, ces deux courants. S'engager aux côtés d'Israël face à l'Iran ou privilégier son pays, Donald Trump est face à un dilemme de taille. Lui qui a pourtant fait campagne sur l'idée de mettre fin aux guerres et de ne pas en déclencher de nouvelles, adopte une position plus agressive ces derniers jours, laissant planer le doute quant à une entrée décisive de Washington dans le conflit entre Israël et l'Iran. Une capitulation sans condition. Et le sujet divise au sein même de son propre clan. Certains critiquent ouvertement une implication plus poussée en Iran, comme la députée Marjorie Taylor Greene ou son ancien conseiller Steve Bannon. Ce dernier appelle à redonner la priorité à l'Amérique, tout comme Charlie Kirk, fondateur du groupe militant conservateur Turning Point USA. Descendez l'ayatollah, résister à cette tentation, c'est du zèle. Et c'est ce même zèle qui nous a entraînés dans un tas d'ordures en Irak. Autre voix dissidente, celle de Tucker Carlson, expert conservateur et allié de Donald Trump, qui estime que frapper l'Iran serait une trahison envers ses partisans, une prise de position que le président américain n'a visiblement pas appréciée. Quelqu'un peut-il expliquer à ce fou de Tucker Carlson que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires ? Le président américain peut tout de même compter sur l'appui de certains de ses proches, comme le sénateur Lindsey Graham, convaincu que Washington devrait tout faire pour empêcher l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire. Mark Levin, présentateur de Fox News, est lui allé encore plus loin, déclarant que quiconque ne s'engageait pas à éliminer la menace iranienne était un islamiste marxiste. Un régime islamo-nazi doté d'une ogive nucléaire et de missiles balistiques intercontinentaux qui menace d'assassiner le président des États-Unis. Tiens, et nous avons des imbéciles qui courent à travers le pays en disant « Ce n'est pas MAGA, ce n'est pas pour ça que j'ai voté ». Pour tenter de calmer les esprits, le vice-président J.D. Vance a reconnu la légitimité des inquiétudes naissantes, tout en rappelant que quelle que soit la prochaine décision du président Trump, sa priorité restait l'intérêt du peuple américain. Guillaume Ancel, l'intérêt du peuple américain. Alors quel est-il en fait? C'est ça aussi la question qu'on se pose. Votre réaction à ce qui a été dit sur ce plateau et sur ce sujet? Ces MAGA divisés. Trump doit en tenir compte quand même. Alors, il n'y a pas que ça qui rentre en compte dans la décision de Trump. Et c'est très impressionnant de le voir écrire lui-même sur son réseau social qu'en fait, il ne sait pas ce qu'il va décider. Et je pense que c'est ça la réalité, c'est qu'il ne sait absolument pas ce qu'il va décider. C'est son imprévisibilité qui a introduit un facteur d'incertitude incroyable. En fait, cette guerre a été déclenchée... Il était plutôt isolationniste à la base. Attention, enfin, lorsqu'il est arrivé, dans son discours le 20 janvier, je reprends, il disait que son succès serait mesuré par les batailles qu'il remporterait, mais aussi les guerres qu'il achèverait, et peut-être les guerres dans lesquelles il ne s'engagerait jamais. Ça, c'était les propos de Trump lors de son discours d'investiture. Ce qui est très étonnant, c'est que depuis janvier, depuis son accession au pouvoir, en fait, Trump s'est totalement opposé à Benjamin Netanyahou sur le fait d'un déclenchement d'une guerre contre l'Iran. Avec toujours la même antienne que lors de son premier mandat, de dire la guerre c'est un bad business, ça ne mènera à rien et en plus c'est mauvais pour le business. Et pourquoi est-ce que d'un seul coup il change d'avis? En fait, on n'en est pas complètement sûr. Pardon, mais quand les Israéliens prétendent que en fait ils ont fait ça tout seuls, c'est pas possible. Ce sont les Américains qui ont fourni les munitions pendant des semaines avant que l'opération puisse commencer. C'est eux qui fournissent le renseignement. Donc ils sont déjà partie prenante. Ils sont impliqués, simplement. Ils sont impliqués. Ce qu'avaient dit les Américains, c'est qu'ils ne voulaient pas apparaître comme étant facialement en train de faire la guerre à l'Iran. Et là, ce qui est incompréhensible, c'est ce changement de posture de Donald Trump qui est déchiré entre ses conseillers qui disent « il ne faut pas apparaître parce qu'on va avoir des représailles. On va avoir des représailles longues, des représailles sur nos bases. Les Américains ont des bases en Irak, par exemple. » C'était la menace de Ali Khamenei aujourd'hui. Bien sûr. Et puis ceux qui disent il faut aller jusqu'au bout de la logique des Israéliens. Parce qu'en fait, les Israéliens ont une capacité de frappe limitée. L'Iran est très loin. On l'oublie quand on parle de cette guerre. Il y a 1500 kilomètres entre les deux. Et par conséquent, Israël a en réalité une capacité de frappe très réduite. Et les Américains commencent à avoir peur de se dire mais en fait, ils n'arriveront pas à faire
faire ce qu'ils voulaient faire. Ils ont ouvert la fenêtre. Et donc, il faut qu'on aille les aider pour stopper ça, parce que de toute façon, ce n'est pas une guerre qui peut durer. Il n'y aura pas d'engagement terrestre. Et donc, c'est une guerre que les Israéliens ont planifiée seulement sur quelques semaines. C'est très rapide, quelques semaines. Pierre Berthelot, donc ça veut dire qu'a priori, il y a quand même des chances qu'il y ait une intervention plus forte, que les Américains soient partie prenante ? Écoutez Guillaume Ancel. Il y a une ambiguïté. Alors après, et sur quoi d'ailleurs, si jamais ils participaient, est-ce que ça serait pour justement essayer d'anéantir le fameux site nucléaire dont ils ont besoin, les Israéliens, de la bombe américaine pour cela, le fameux Fordo, ou est-ce que c'est pour attaquer d'autres sites, des sites militaires? Ça serait quoi les objectifs aussi? On n'en sait rien en fait. Peut-être Trump. Mais ils en discutent, j'imagine. Ils en discutent. Après, c'est aussi une technique de négociation de Trump, c'est-à-dire mettre une pression maximale, avoir des exigences maximales pour, au final, obtenir quelque chose pas aussi important que ce qui était souhaité. On l'a vu dans les négociations sur les tarifs douaniers avec la Chine, etc. Donc là, il met une pression maximale sur l'Iran en lui disant « attention, je peux y aller ». Et dans le même temps, peut-être qu'à la fin, ce qu'il voudra obtenir d'ici quelques semaines ou quelques mois, c'est le fameux accord avec les Iraniens, parce que peut-être de son point de vue, ça traînait des pieds. Il trouve que ça allait trop lentement. Et donc là, il leur a mis une grosse pression. Et après, il pourra se présenter peut-être en sauveur, en disant, vous voyez, j'ai sauvé la paix mondiale. Il y a peut-être une duplicité de la part de Trump. Il y en a même qui disent qu'il veut pousser Netanyahou à la faute. Ça, c'est une autre... Ça veut dire quoi, pousser Netanyahou à la faute ? Il veut laisser Netanyahou y aller pour montrer que finalement, il n'y a pas d'option militaire et ainsi obliger les Israéliens à accepter de mauvaise fortune ou avec réticence le fameux accord qui serait accepté par les Américains et les Iraniens. On a l'impression que c'était quand même très préparé du côté de Netanyahou et qu'il était prêt d'ailleurs à se passer des Américains pour intervenir. Alors après, l'objectif de Netanyahou aussi, c'est pour qu'il y ait une implication américaine, il faudrait qu'il y ait une riposte extrêmement forte des Iraniens. D'où le premier jour, quelque chose de spectaculaire. Et on n'est pas à l'abri, par exemple, d'une opération spectaculaire, pourquoi pas contre le guide, etc. Mais même si le guide est tué, est-ce que ça va provoquer l'effondrement du système? Bon, c'est un système qui a 3 strates, une strate religieuse, une strate politique, une strate militaire. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Et donc si l'objectif de Netanyahou, c'était frapper très fort pour avoir une réplique extrêmement forte des Iraniens, pour l'instant, on ne l'a pas. Soit parce que les Iraniens n'ont pas les capacités. Ils disent qu'ils sont affaiblis. On n'en sait rien. On n'en sait rien, ça c'est et soit parce que les Iraniens font de la riposte graduée. C'est-à-dire qu'ils y vont petit à petit, ils s'inscrivent dans le temps long, ils espèrent que ça puisse durer peut-être, enfin ils espèrent, ils disent on peut résister des semaines ou des mois, et il y a une inconnue. Et donc s'ils vont dans la riposte graduée, à ce moment-là, ça ne peut pas justifier une intervention américaine aux côtés de Netanyahou, qui attend de son côté une réplique extrêmement forte des Iraniens. Pour l'instant, soit parce qu'ils ne sont pas tombés dans le piège, soit parce qu'ils n'ont pas les capacités, on n'en est pas là. Shirin Ardakani, on apprend donc qu'il y a une restriction très forte en ce moment en Iran sur du réseau Internet. Pourquoi, à votre avis? Parce que le peuple iranien, il est pris en étau entre la dictature, qui a une pratique très habituelle de couper l'accès aux réseaux sociaux et à Internet pour qu'aucune information ne circule. C'est déjà ce qui a été mis en place lors du mouvement de contestation Femmes, Vie, Liberté, pour que précisément les témoignages ne sortent pas d'Iran sur le niveau de détresse et de chaos qui règne aujourd'hui. Je veux juste donner quelques éléments. Le dernier chiffre que j'avais, moi, c'était 400 morts, mais j'ai même plus, en réalité, le décompte. Officiellement, c'est 224. Hein. Oui, mais 224 morts côté iranien, 24 côté israélien. Ouais, mais ça, ce sont les chiffres qu'on a et qu'on donne. Précisément, le fait qu'on n'ait plus d'accès, en fait, à l'information à l'intérieur du pays, précisément, ça permet de faire en sorte qu'on ne sache plus exactement quel est le niveau de décompte. Je précise que la population iranienne, contrairement à la population israélienne, je suis pas du tout en train de dire qu'il y en a un qui est pire ou l'autre. Je dis juste que factuellement, n'a pas de refuge. Il n'y a pas de bunker en Iran. Donc en fait, le porte-parole du gouvernement, il y a 3 jours, a annoncé, bien en peine de pouvoir protéger la population, et de toute façon, la population n'attend rien de ce régime-là, a annoncé que les métros allaient être ouverts pour que les Iraniens trouvent refuge. Vous vous doutez bien que les Iraniens ne sont pas allés dans les métros parce qu'ils n'y se sentent évidemment pas en sécurité. Et donc c'est ça, aujourd'hui, le chaos de la guerre. Et pour terminer sur ce que je voulais dire, en réalité, vous n'avez pas accès à l'information.
l'Iran, on n'arrive plus à joindre nos proches. Moi, ça fait quelques heures que je n'ai pas réussi à communiquer avec eux. Quand je disais tout à l'heure que le narratif de la guerre de Netanyahou était de dire que c'était des frappes ciblées sur des installations militaires, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que des installations militaires, il y a des infrastructures essentielles, il y a des usines de production, notamment dans le sud du pays, de véhicules. On a toutes les infrastructures gazières, les oléoducs. On a également des infrastructures d'électricité, des épanchements d'eau. C'est ça qui est en train de se passer actuellement. Donc quand je décris des scènes de chaos, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de liquidité bancaire. Les gens dans la rue ne peuvent plus retirer d'argent. Donc voilà quelle est la situation aujourd'hui en Iran. Et en face, en réalité, on a effectivement Netanyahou qui continue de frapper. À aucun moment, vous y voyez une chute du régime possible et une opportunité pour les Iraniens, justement, de faire en sorte qu'il y ait un changement de régime? Je ne comprends pas la question de l'opportunité, pardon. Vraiment, j'ai beau retourner cette question dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on entend par opportunité pour qui? Est-ce que le peuple iranien qui aujourd'hui, là, est dans l'urgence, dans le chaos, encore une fois, de la guerre, se pose la question de l'avenir du pays? Je crois que vraiment, il faut qu'on se mette en tête que là, à l'heure actuelle, nous n'avons pas accès à nos proches. Et quand ils nous appellent, ils nous disent « dites-leur que là, c'est le chaos. Il faut que les bombes s'arrêtent ». L'opportunité, elle est pour qui? En réalité, il y a deux scénarios possibles. On les connaît. Ils sont historiquement ceux qui se répètent à chaque fois. Soit on arme de l'étranger des groupes armés. Je lisais le Jérusalem Post tout à l'heure de façon effrayante qui commençait à évoquer la question que peut-être il faudrait armer des Kurdes, des Baloutches, etc. Mais qui va les armer et qui va les financer? On connaît la musique puisqu'on l'a déjà vu par le passé. C'est donc l'hypothèse d'un coup d'État. Voilà ce qui se joue quand on parle d'opportunité politique, parce que en dehors de la question d'un sauveur suprême qui viendrait de l'étranger, avec l'assentiment, voilà, je ne vois pas quelle personne d'autre pourrait tirer profit et opportunité de cette situation chaotique, en tout cas pas les forces démocratiques de résistance de l'intérieur du pays, pas ceux qui sont dans la prison d'Evin. C'est sûr, ceux qui sont dans la prison d'Evin, pour le moment, ils essayent d'échapper et à leur bourreau qui les détient injustement et aux bombes. Voilà, donc c'est pas eux. Vous vouliez réagir, Guillaume Ancel? Oui, je vous ferai réagir ensuite, John Rick. De manière synthétique, pour que d'autres personnes puissent s'exprimer dans ce débat. La question, en fait, stratégique, c'est que la cible visée par les Israéliens, c'est le programme d'acquisition d'une arme nucléaire. Et qu'en réalité, seulement avec des bombardements, surtout à cette distance, donc il n'y aura pas de déplacement au sol d'unités militaires qui pourront aller s'assurer de la réalité de la destruction, ça n'est pas possible. Simplement par des bombardements, l'objectif que s'est fixé Netanyahou n'est pas possible. Il peut juste espérer ralentir, diminuer le programme, lui faire prendre quelques années de retard. Et je pense que pour cette raison, compte tenu de l'ampleur de l'opération qu'il mène, son vrai objectif, c'est effectivement de faire tomber le régime des Mollahs, avec toute la question que ça ouvre derrière de « et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?» C'est ça la question. John Rick MacArthur, votre réaction. Oui, Netanyahou a dit qu'a priori... C'est exactement ça. Est-ce que je peux... Allez-y, John Rick. Je veux revenir sur ce que mon collègue vient de dire. Il a deux cibles, à mon avis, Netanyahou. La première, c'était bien sûr de détourner l'attention du monde de Gaza, parce que l'opposition israélienne commençait à monter un petit peu. Alors les gens se trouvaient outragés par la tuerie, par la violence de l'armée israélienne à Gaza. C'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils continuent à faire. Alors ça détourne l'attention. Mais en même temps, ils voudraient, et je pense que naïvement, avec les idéologues faucons de Washington, pas Trump, qui est complètement dans le cirage, c'est un idiot. Mais il y a quand même un entourage chez Trump. C'est lui qui va prendre la décision. Et il y en a certains, qui voudraient renverser le gouvernement, entamer un coup d'État. Et je pense bien que c'est ça ce que cherche Netanyahou. C'est un coup d'État. Et là, après moi, le déluge. Et on voit bien comment ça s'est terminé en Irak. C'était pas joli. Alors, le chaos, de semer le chaos avec un coup d'État en Iran, encore extrêmement dangereux, extrêmement dangereux.
Israël-Iran, la France qui va prendre une initiative pour proposer un règlement négocié exigeant. Voilà ce qui ressort donc d'un Conseil de défense qui a lieu en ce moment même à l'initiative d'Emmanuel Macron. Pierre Berthelot, on est en train de se demander si effectivement les États-Unis vont intervenir militairement. Malgré tout, Trump, c'est lui qui prendra la décision au final, hein, donc malgré les oppositions des uns et des autres. C'est lui qui prend la décision. Oui, en fait, cette crise, enfin ce nouveau conflit qui se présente à nous, comme celui en Ukraine, en fait, les clés sont à Washington. Et c'est dommage pour l'Europe, effectivement, et la France. On voit que finalement, on n'a pas beaucoup de moyens de décider ou de renverser le cours des choses. Bon, on ne va pas revenir sur les divisions de l'Europe, ses faiblesses structurelles, etc. Mais est-ce qu'elle n'est pas un peu plus unie, l'Europe, justement, face à ce qui se passe en ce moment en Israël-Iran? Non, elle est aussi divisée. Non, parce qu'on voit qu'il y a des faucons. On a Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, qui dit qu'il faut faire le sale boulot, enfin qu'Israël va faire fait le sale boulot. Voilà, le sale boulot que nous, on ne veut pas ou qu'on ne peut pas faire. Donc lui, il est sur une ligne de faucon, finalement. Et puis, donc néoconservatrice traditionnelle, renversement par la force, si tant est qu'on puisse le faire. Et puis à côté, il y en a qui sont totalement opposés. Et puis il y en a qui sont sur une voie médiane. Et c'est un petit peu donc la Emmanuel position. Macron, vous le mettriez dans... C'est dur en même temps. En même temps, ce soir, Israël à mettre urgemment fin aux frappes, sans lien avec le programme nucléaire et balistique iranien. Voilà ce que dit Emmanuel Macron à l'instant. Emmanuel Macron, il est dans son rôle de sa politique du en même temps, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, il donne l'impression qu'il va voler au secours d'Israël, enfin, qu'il va lui venir en aide, parce qu'il dit on se tiendra à leur côté, etc. Bon, très bien. Et puis de l'autre... Israël a le droit de se défendre. Oui, tout à fait. Et puis de l'autre, là, je pourrais reprendre les propos de madame ici présente en tant que juriste et avocate. Bon, oui, certes, elle a le droit de se défendre, mais en même temps, c'est eux qui ont attaqué, même si le régime iranien, bien sûr, a également ses limites. Et puis de l'autre, on voit que Macron, il a bien compris qu'il ne veut pas être à la remorque des Américains et là-dessus, il a raison, à mon sens, quand il dit que le régime change, ça ne marche pas. Et donc là, vous voyez, donc, il ne veut pas être dans une ligne néoconservatrice et de l'autre, il ne veut pas être dans une ligne traditionnelle, peut-être gaulliste. Donc, il cherche sa voie. S'il arrive à quelque chose et à entraîner les Européens dans une voie médiane, plutôt, pourquoi pas de médiateur, pourquoi pas, ce sera une très bonne chose. Mais je ne sais pas s'il en a les capacités. Oui, il demande au Quai d'Orsay de faciliter les départs des Français qui veulent quitter l'Iran ou Israël. Bien sûr, les ressortissants français, vous connaissez bien sûr ce dossier, c'est un peu la priorité aussi. Et si on les fait revenir, c'est que, a priori, on n'est pas dans une guerre qui va durer 2 jours. Espérons surtout qu'ils puissent avoir accès à l'espace aérien, parce qu'aux dernières nouvelles, l'espace aérien a été fermé. Et en tout état de cause, alors je ne sais pas, tout va très vite, donc il est aussi possible, par une advertence, qu'on puisse accéder de nouveau aux aéroports. Je n'en sais rien, puisque je n'ai pas de contact depuis 2 heures et je n'ai pas vu d'informations en ce sens. Mais en tout état de cause, par exemple, pour prendre que mes proches, ils sont obligés de passer par la voie terrestre pour arriver, donc par Oulomié, donc dans le sud de l'Iran, pour passer la frontière vers la Turquie. Voilà, donc j'aimerais bien comprendre comment est-ce qu'on pourrait même acheminer et exfiltrer de toute urgence les Français si on n'a pas accès aux aéroports. Il y a 2 jours, l'aéroport de Mashhad, qui est un des plus gros aéroports du pays, a été frappé. L'aéroport de Téhéran, Mehrabad aussi. Donc, je veux dire, j'aimerais bien comprendre comment on peut effectivement procéder à cette prouesse matériellement. Ça c'est une chose. Peut-être un mot, moi je suis d'accord tout à fait avec ce que vous voulez dire. En fait, au fond, ce que vous pointez, et vraiment, je suis d'accord, c'est l'incohérence, en fait, de la position française. On ne peut pas à la fois, jour 1, donc c'est l'agression, effectivement, d'Israël, même si je ne nie pas, bien évidemment, que volontiers, la République islamique d'Iran, c'est peu dire qu'elle n'a pas été tendre avec Israël et les États-Unis. Depuis 1979, elle appelle à la mort d'Israël et les États-Unis et dit qu'elle va éradiquer l'État sioniste. Donc là, on est bien d'accord, il y a au moins des provocations. Je suis bien d'accord avec ça, et le fait de se doter, évidemment, de l'arme nucléaire, c'est l'équivalent. Mais tout de même, on ne peut pas, le 13 juin, dire c'est une frappe quand même qui pose question. En même temps, solidarité immédiatement avec celui qui frappe le premier, pour ensuite dire oui, mais j'appelle tous les belligérants à cesser le feu. Cette position, elle est juste incohérente. Est-ce que, Guillaume Ancel, c'est une position d'équilibre qu'essaye d'avoir le président français, là ? Je pense qu'il est dans une situation très compliquée parce qu'effectivement,
Il voulait condamner en même temps la politique de Netanyahou sur Gaza et contre les Palestiniens, qui n'est pas une guerre, qui est un massacre. Et puis là, c'est la première fois, sans doute depuis des décennies, qu'Israël déclenche une vraie guerre contre une autre armée. Et ça n'est pas une milice qu'il a en face de lui. C'est un système militaire, policier, massif d'un pays qui est 10 fois plus peuplé qu'Israël et qui est 80 fois plus vaste. Donc, pardon, mais pour les militaires, par exemple, de Tsahal, faire la guerre à l'Iran, c'est faire la guerre. C'est arrêter les opérations odieuses qu'on leur demande de faire. Là, ils font une guerre. Ils ont remarquablement préparé cette opération. Je ne parle pas de l'aspect politique. Il y a une infiltration très forte du service de renseignement. Techniquement, en fait, cette guerre, pour moi, elle était justifiée. Elle a été très bien conduite jusqu'ici. Mais il faut avoir conscience que ce n'est pas une opération auquel nous avaient habitués les Israéliens jusqu'ici, c'est-à-dire un raid, ils allaient frapper un truc et puis s'arrêter. C'est la première fois qu'ils ont le sentiment qu'ils peuvent aller s'attaquer à l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le feu vert des États-Unis, ils n'ont pas de feu rouge de la Russie, et il n'y a aucun pays autour qui ne peut les menacer, puisque personne ne veut aller défendre l'Iran aujourd'hui. Et donc, on en est dans des discussions très diplomatiques, mais il n'y a pas de risque d'embrasement régional, sauf si Trump dit les États-Unis s'impliquent directement. Et là, on prend une autre dimension au conflit. Et c'est ça qui fait peur aussi à certains Américains de dire non, Israël conduit sa guerre, on la soutient et on s'arrête là. John Rick, vous êtes d'accord, en fait, s'il y a effectivement une intervention américaine, là, le danger, c'est un risque d'embrasement, alors qu'a priori, s'il n'y a pas d'intervention américaine, l'embrasement serait moins, le risque d'embrasement est moins grand. Non, les dégâts sont déjà faits. Est-ce que j'ai bien compris, monsieur, que vous appuyez la guerre? Vous pensez que c'est justifié? Je pense qu'elle était justifiée compte tenu du risque d'armes nucléaires à acquérir par l'Iran. Elle était justifiée? Oui, militairement. Alors sans permission de qui que ce soit, ou quelle que soit comme organisation internationale, concorde de pays, etc. Une attaque unilatérale comme celle-ci, ça renforce l'idée d'Israël et de l'Amérique comme État voyou qui ne respecte pas du tout le droit international, parce que c'est évident que c'est complètement illégal. L'Iran ne possède pas une bombe atomique. Israël en possède une trentaine, je ne sais pas, il y a des gens qui disent ils ont une centaine de missiles, de têtes de guerre, etc. Alors, de dire que c'est une décision existentielle prise par Israël, c'est de se moquer de la langue française, vraiment. C'est vraiment de se moquer, et c'est surtout de se moquer du droit international, de la droit international. Et de l'ONU. Comment ça, je vous réponds, parce qu'il nous reste 5 minutes. On attaque n'importe qui. Je réponds. Alors, c'est extraordinaire ce que vous venez de dire. Oui, c'est extraordinaire, mais j'essaie de bien peser mes mots. Je n'ai pas dit que cette guerre était légale, j'en connais pas beaucoup de guerres légales. Par contre, pour moi, elle est légitime. Je parle uniquement d'un point de vue militaire. Laissez-moi terminer. Il vous répond, John Rick. C'est en ce sens que je pense qu'elle est légitime, parce qu'il y a 3 facteurs. D'abord, l'Iran ne s'est jamais caché du soutien qu'elle a apporté pour l'attaque terroriste du 7 octobre du Hamas. On se souvient que le Hamas n'avait pas la capacité technique de lancer une telle opération contre Israël. Elle avait absolument besoin d'être préparée. C'est l'Iran qui l'a fait. L'Iran affiche son besoin existentiel, le régime des mollahs, ce n'est pas les Iraniens, c'est le régime des mollahs, veut absolument montrer qu'il veut détruire Israël. Il refuse d'ailleurs de reconnaître. Et en plus, il se lance dans un programme d'enrichissement du nucléaire dont vous savez que techniquement, à partir du moment où on dépasse 20% du taux d'enrichissement, il n'y a plus aucune application civile. On est purement dans une application militaire. Donc moi, je suis désolé, quand je vois ces 3 facteurs combinés, je dis, d'un point de vue militaire, Israël a eu raison de lancer une opération contre l'Iran parce qu'elle jouait très gros en termes de sécurité. Pas une menace immédiate, c'est pas demain. Mais sur une telle menace, on ne peut pas prendre le risque de perdre quelques mois. Je le laisse répondre. Allez-y, John Rick. Mais est-ce que Donald Trump... La logique, ça, c'est un peu la logique du Hamas. C'est la logique du Hamas. Ça, c'est la guerre préemptive. Hamas a lancé une guerre préemptive, sans provocation, à votre avis.
Alors c'est absurde, c'est absolument absurde ce que vous venez de dire. Je trouve ça incroyable. C'est un problème, en pleine négociation. On était en pleine négociation. Alors justement, sur cette idée par les États-Unis. Sur cette idée de c'est un problème parce que des gens pardonnez-moi je veux juste réagir. On n'a plus beaucoup de temps. C'est un problème, monsieur, parce que voyez-vous, il y a des gens qui meurent de part et d'autre. Mais vous connaissez des guerres où il n'y a pas de gens qui meurent? Alors voyez-vous, moi je considère qu'une guerre qui est illégale est une guerre injuste et donc illégitime. Quelles sont les guerres légales? Il n'y a pas de raison supérieure. Pardonnez-moi, mais moi vous voyez, j'ai participé qu'à 4 guerres, je ne connais pas de guerres qui malheureusement ne font pas de victimes. Mes parents ont participé à des guerres, monsieur, c'est pour ça qu'ils ont trouvé refuge en France, dans la République des Lumières. Voilà, et donc on m'a appris effectivement que ce qui n'est pas ni légal ni juste. Bien, monsieur. J'en suis désolé. C'est pour ça que demain, à 18h30, on dit non à la guerre et on dit oui au peuple et oui au droit de vivre. Monsieur, alors, il reste 2 minutes. Un mot sur justement une négociation possible, Pierre Berthelot. Voilà. Bon, il faut rappeler tout de même que c'est Donald Trump qui s'est retiré de ce fameux accord de 2015 auquel participaient l'Iran, mais aussi la France, l'Allemagne et les États-Unis. Donc, pour justement que l'Iran n'ait pas cette arme, et à partir du moment où il est sorti de cet accord, effectivement, l'Iran a eu cette politique. Est-ce qu'on peut retourner à la table des négociations aujourd'hui, comme le souhaite d'ailleurs le président français? Il n'y a pas d'autre solution si on veut éviter effectivement que le conflit se durcisse avec des conséquences incalculables, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et pour les Iraniens, et pour les Américains, et pour la région. Donc oui, la négociation, elle peut continuer, même quand il y a un affrontement violent. On le voit avec l'Ukraine et la Russie, où il y a des négociations entre les deux, alors que pourtant le conflit est extrêmement violent et sanglant. Donc sur le principe, les Iraniens, en fait, ils considèrent que c'est eux qui étaient ouverts à la négociation. Ils avaient accepté en 2015 avec réticence l'accord, et que c'est les Occidentaux, les Américains qui en sont sortis. Donc oui, la porte, elle reste ouverte, d'autant plus que pour eux, il faut trouver une porte de sortie honorable, parce qu'actuellement, c'est eux qui sont en difficulté. Il y aura une délégation iranienne, mais ça a été démenti par les Iraniens déjà à Mascate, à Oman. Vous en avez entendu parler ? Je n'en ai pas entendu parler, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Iraniens souhaitent la fin de ce régime-là, clair et net, mais qu'il faut du temps pour pouvoir organiser la transition pacifique et démocratique. Et tous les résistants qui ont fait d'ailleurs une tribune dans Le Monde qui est parue il y a 2 jours, qui appelle à la fin du conflit, ce sont des prisonniers politiques, des intellectuels, bref, toute l'intelligentsia qui peut prétendre à prendre le pouvoir à l'intérieur du pays a besoin de calme pour pouvoir s'organiser. Guillaume Ancel, très vite. Les discussions ont commencé entre les États-Unis et l'Iran. Ah. Et ça, donc, là, même lorsqu'ils nient, les Iraniens, en fait, vous dites... Bien sûr. Et Pierre a raison, de toute façon, à partir du moment où on fait la guerre, c'est toujours au profit d'un objet politique. Et bien sûr qu'on discute en même temps qu'on fait la guerre. Merci beaucoup Guillaume Ancel, Chérine Ardakani, merci d'avoir été avec nous. Pierre Berthelot, merci Jean-Ric, Marc Arthur d'avoir été avec nous en direct de New York. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, également en podcast, et je vous dis à demain.